Il est 8h24 sur Sud Radio. Najat Vallaud-Belkacem, l'ancienne ministre de l'Éducation, présidente de France Terre d'Asile, sera l'invitée de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure. On parlait avec Elisabeth Lévy des maires, puisqu'il y a le salon qui s'ouvre et qui se tient cette semaine, le 105e congrès des maires, porte de Versailles, en se disant... Elisabeth posait le coup des réformes, de la décentralisation. Oui, la décentralisation. On va se dire les choses. Les nouvelles régions mises en place par François Hollande, d'un point de vue financier, ont été un fiasco total. Ça devait faire économiser, je crois, de mémoire, j'ai le chiffre en tête, 10 milliards d'euros, et en fait, on s'est aperçu que ça coûtait plus cher, que des fonctionnaires territoriaux ont été embauchés, que parfois les régions, alors on n'est pas en Allemagne où les Länders ont des gouvernements, sont tellement énormes. Non mais prenez la région Aquitaine, je sais pas comment on l'appelle, Grande Aquitaine, enfin je sais plus. Mais attendez, Nouvelle-Aquitaine, je crois. C'est une région absolument elle part du Pays Basque, elle remonte jusqu'à Angoulême. L'efficacité reste à prouver, mais surtout, si on a une vision comptable, ça n'a pas économisé de l'argent public. Pourtant, c'était l'objectif. C'était le but de l'opération. Je crois que c'était 10 milliards d'euros d'économies. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde avait hésité à ce redécoupage qui a été très très compliqué de toute façon, un peu bizarre mais très complexe. Pour économiser. En fait, on s'aperçoit que ça n'a pas marché. Le président de la République, Emmanuel Macron, a dit qu'il reviendrait effectivement sur cette organisation, ce découpage des régions, constatant qu'effectivement les économies n'étaient pas au rendez-vous. Et il se trouve que la réforme territoriale envisagée, pour l'instant, elle est toujours au point mort. Et ce qui avait été envisagé aussi, à un moment donné, lors des grandes réformes, ça remonte à peu longtemps, on se disait qu'il y avait trop de couches en France, quoi. Donc, vous avez dit les communes, les départements, les régions et les communautés de communes que l'on a créées, bien sûr, avec beaucoup d'établissements différents selon que l'on soit en campagne ou en ville. Et là, finalement, on a maintenu ces communautés de communes, mais on n'a pas fait disparaître aussi les communes, globalement. En France, on ne fait jamais disparaître quoi que ce soit. On n'annule jamais une loi. Est-ce que c'était une bonne idée, d'ailleurs ? C'était la bataille est entre le département et la région. Alors certains voulaient supprimer les départements pour laisser les régions. Après on s'est dit que la France c'est aussi des départements, donc on a gardé des départements. Il y avait la proposition de Nicolas Sarkozy que les conseillers départementaux soient aussi les conseillers régionaux, enfin fusionner les... Finalement, on tourne toujours les trucs dans tous les sens. Alors, si ça n'atteint pas son objectif, si la réforme précédente n'atteint pas son objectif, alors oui, il faut revenir dessus, regarder. Pour une fois, on peut peut-être faire effectivement une évaluation et dire on change. Mais alors, le redécoupage des régions en énième version, bon courage. En tout cas, c'est vrai que les maires et les élus, les maires sont souvent en première ligne, quoi qu'il se passe dans leur commune. Tiens, par exemple. De baffe, on dit Patrick. Oui, c'est ça. Et puis même pour faire face aussi à des problèmes. Là, avec ce qui s'est passé dans ce village de la Drôme à Crépol, où il y a eu une expédition véritablement, c'est ce qui est dit en tout cas dans les premiers éléments de l'enquête, un jeune de 16 ans qui a été tué au couteau, 2 autres blessés graves dans la fête du village. Il était dans la salle municipale, ils ont été encerclés par d'autres jeunes qui sont venus d'une cité voisine. La première personne qui a réagi, c'est la maire d'hiver droite de la commune qui s'est expliquée et qui a été appelée sur place. D'un mot aussi, parce que vous vouliez l'évoquer, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Éric Revel, sur Emmanuel Macron, sur son agenda. Cette semaine, c'est assez étonnant. C'est beaucoup sur que des questions économiques. Cela dit, Dieu sait si c'est important, aussi pour le c'est pays. d'autant plus important que je vous rappelle son objectif de plein emploi en 2027, alors que le chômage est en train de remonter. Oui, le président de la République a un agenda cette semaine, alors quasiment entièrement économique. Il veut mettre sur la table un plan de relance de l'exportation pour les PME. Il va signer des conventions de décarbonation avec des entreprises françaises. Il va assister à un énorme investissement à côté de Chartres dans une usine pharmaceutique danoise. Enfin, c'est le roi de l'économie cette semaine, Emmanuel Macron. Alors, moi, en termes d'image, on pourrait dire, parce qu'il a beaucoup pété à l'étranger, il a beaucoup pris la parole, il a beaucoup accumulé les propositions contradictoires sur le Proche-Orient. Moi, je dis, Emmanuel Macron rentre à la maison, vous voyez. Alors, je ne sais pas si c'est pour nous faire oublier le fiasco diplomatique ou parce qu'il commence à trembler sur son objectif de 2027 de plein emploi. Mais en tout cas, la séquence est frappante. Le chef de l'État n'a que des rendez-vous quasiment économiques cette semaine. Arlette Chabot ? Oui, c'est président hyperactif. Vous savez, c'est le syndrome du deuxième quinquennat. Comment montrer tous les jours qu'on a encore le pouvoir, qu'on peut décider et que la succession n'est pas encore engagée. Donc, le président de la République veut montrer que tous les jours, il fait quelque chose, au risque d'en faire
un peu trop, parce qu'effectivement la semaine sera économique. C'est la bonne partie de son bilan jusqu'à présent, effectivement, la baisse du chômage. En même temps, sauf qu'aujourd'hui, ça remonte. Quoi, voilà, donc il est très soucieux de préserver ce bilan. En même temps, on sait bien que compte tenu de ce qui se passe au Proche-Orient et de l'éventuelle libération d'otages, la tête du président, si j'ose dire, sera encore plus internationale que nationale. Oui, sauf que Éric le disait, c'est vrai par exemple pour les PME, vous le disiez dans votre chronique tout à l'heure, il y a besoin d'un coup de booster, quoi, parce qu'elles sont en difficulté. Il y en a certaines qui marchent bien, qui fonctionnent. Ce qui est très marrant, cher Patrick, parce que vous avez de la mémoire, vous êtes comme moi, c'est qu'en fait, on oublie que ce qu'il y a de neuf, mais des plans de relance de l'exportation pour les PME. Mais je me souviens de celui de Renaud Dutreil, ministre de l'Industrie, il y a 25 ans. Ça s'appelait le plan Gazelle, pour que les PME courent plus vite, vous voyez, courent plus vite vers l'exportation, là où les Allemands sont très forts. Mais ça fait des décennies qu'on essaie. En fait, on n'y arrive pas. Donc, en fait, on met un plan exportation, ce que va développer le président de la République. Mais je rappelle quand même que le déficit commercial de la France sur les 6 premiers mois de l'année, c'est 54 milliards d'euros. Et là-dedans, les PME sont microscopiques. C'est que 2% de l'exportation française. Donc, on a un sujet, mais c'est pas d'aujourd'hui, monsieur le président de la République. Ça a toujours été. Et si vous voulez réagir, 0826 300 300 sur ce sujet, comme sur le sujet de ce qui s'est passé dans la Drôme ce week-end, vous appelez, Jean-Jacques Bourdin vous prendra tout à l'heure à 9h. Jean-Jacques qui reçoit dans un instant l'ancienne ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, présidente de France Terre d'Asile. Il est 8h30.